Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 15 mars 2019, nous faisons un retour sur les Jeux du Québec et les résultats pour notre région. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet était de passage à Amqui. Pascal Bérubé était également présent et en a profité pour parler de son propre parti, secoué par le départ de Catherine Fournier. Un plan de déplacement au cœur de la ville de Coz-Abscal sera effectué cet été et Edith Ouellette, responsable principale de ce projet, nous l'explique de façon détaillée. Après les Benjamines, nous vous présentons l'autre équipe féminine de volleyball d'Amqui qui prendra part au championnat canadien, les U18. Nous vous faisons une petite démonstration du fonctionnement des nouveaux guichets automatiques à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Les adeptes de golf seront heureux et heureuses d'apprendre qu'un professionnel peut les accompagner pour élever leur niveau avant même la fonte des neiges. Et finalement, Ghislaine Bouliane-Paquette et Émilie Boulay-Chouinard vous invitent au dernier tournoi de hockey qui se déroulera dans la vallée. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Dr Didas Bourgeois. Le ministre de la Santé dit que le bloc opératoire ne fermera pas. Ben moi, je vais vous dire qu'il va fermer. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Les filles, venez ici, écoutez! Les orphelines réussiront-elles à sauver leur pensionnat? Voyez la pièce écrite et réalisée par Isabelle Carignan sur les ondes de la TVC Vallée de la Matapédia aux heures suivantes. Vous voulez acheter le pensionnat? Pour en faire un hôtel? La pièce sera également disponible sur la chaîne YouTube de la TVC. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous commençons avec un bref retour sur les Jeux du Québec. 9 athlètes de la Matapédia arboraient fièrement les couleurs bleues et jaunes de l'Est du Québec. Aurélie Ayotte de Sainte-Irène en patinage de vitesse. Alexandre Bélanger d'Amqui également en patinage de vitesse. Léopold Bouliane de Lac-aux-Saumons en biathlon. Virginie Daigle de Coz-Abscal en hockey féminin. Ophélie Dumoulin de Lac-aux-Saumons en ski de fond et biathlon. Emmanuel Leclerc de Lac-aux-Saumons en patinage de vitesse, Roxane Malenfant d'Amqui en patinage artistique, David Thériault de Lac-aux-Saumons en ski de fond et biathlon et Éliane Tremblay d'Amqui en ski alpin. Avec une récolte de 27 médailles, dont 7 d'or, une bannière d'esprit sportif et une bannière d'excellence, de nombreux athlètes de l'Est du Québec se sont illustrés dans plusieurs sports différents et la performance de tous les athlètes a contribué à la 15e position de notre région au classement final. Il s'agit du même rang qu'à la finale d'Alma à l'hiver 2017. L'Est du Québec est également l'une des 5 régions à s'être améliorée par rapport à la finale des Jeux du Québec d'Alma. Des 27 médailles, Emmanuel Leclerc de Lac-aux-Saumons en a rapporté 3 d'argent à elle seule. Félicitations à tous ceux et celles qui nous ont si brillamment représentés. Le 11 mars dernier, le nouveau chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, était de passage à Amqui. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois, était également présent pour l'événement. Malgré le départ de Catherine Fournier, qui a engendré une onde de choc pour le Parti québécois, notre député demeure confiant et en mode solution. Va s'ouvrir au cours des prochains jours. Vous en serez témoin, vous l'aurez appris ici en priorité, en fait en primeur. Un vaste chantier au Parti québécois, du jamais vu, où tout va être mis en question. Le nom, la refondation, tout, sauf la raison d'être qui est l'indépendance du Québec. Tout. Les membres vont être mis en contribution, les sympathisants vont être mis en contribution, les gens qui ont de l'affection pour nous, qui votent pour nous, qui votaient pour nous, vont être mis en contribution pour revoir notre offre politique sans enlever l'essentiel. Voici maintenant Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Des valeurs fondamentales du Québec. Et quand on parle des valeurs fondamentales du Québec, on parle de la langue française, langue officielle et commune. On parle de la laïcité de l'État. On parle de l'égalité des sexes. Mais moi, j'en ai un autre à proposer à mon ami Pascal et je suis convaincu qu'il va bien la recevoir. Une valeur fondamentale pour moi,
la loyauté. La loyauté. Et j'ai bien de la misère à croire que quelque chose qui se construit sur une lacune de loyauté soit porté aux grands avenirs. Nous, au Bloc, nous avons découvert à quel point on était plus forts ensemble que pas ensemble. Et dès que ça s'est produit, le Bloc a commencé à récupérer la confiance des Québécoises et des Québécois. Il n'est pas normal que dans un pays normal, l'argent de l'État, le vôtre, serve à financer une entreprise qui n'a jamais été créée à des fins économiques, mais bien à des fins politiques, dont le financement promis ou la caution promise par le libéral au dernier enfant un peu turbulent qui a trop d'ambition pour ses moyens, a été faite dans un contexte électoral, à des fins électorales, et n'a pas été désavouée par l'autre gouvernement d'après, à des fins tout aussi électorales. Est-ce qu'on doit payer potentiellement 1,6 milliard de dollars pour nourrir une créature qui n'est apparue que pour compétitionner, pour concurrencer et pour réduire le poids économique d'Hydro-Québec? Est-ce qu'on est supposé payer ça, nous? Est-ce que, dans ce cas-ci, le Canada travaillait pour le Québec? Non. On peut parler d'Aveos. Je parle souvent d'Aveos parce que c'est un dossier qui me fait mal en dedans. Il y a une loi qui établit et qui avait été maintenue pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire attention. On ne pouvait pas piler sur les orteils du Québec impunément jusqu'en 2011. Il y a une loi qui établissait qu'il fallait qu'un certain nombre d'avions d'Air Canada soient entretenus chez Aveos à Montréal. On voulait déplacer les jobs dans l'Ouest canadien, comme on veut tout déplacer dans l'Ouest canadien. On a changé la loi. Le gouvernement fédéral a changé la loi. Et il a jeté les travailleurs à la rue. Les travailleurs avaient droit à une allocation, un montant qui leur était octroyé parce qu'ils avaient leur emploi. Et après ça, chômage. Le chômage les a coupés parce qu'il y avait une allocation. Grave situation financière, dépression, faillite, vente forcée de maisons. Parce que le Canada avait décidé de permettre que des emplois soient délocalisés dans l'Ouest. On peut parler au hasard de SNC-Lavalin. Je veux, comme n'importe qui d'autre, qu'on attrape toute espèce de bandits à cravate, qu'on les punisse, qu'on les traduise à procès. Mais je ne veux pas et je n'accepterai pas qu'on dise à 3500 travailleurs qui n'ont rien à se reprocher, qu'on leur dise qu'ils vont payer le prix pour des anciens dirigeants qui, pendant ce temps-là, invoquent l'arrêt Jordan pour se sauver de la justice. Dans mon livre à moi, ça rentre dans la catégorie écœurant. Non seulement le Canada ne travaille pas pour le Québec, mais plus souvent qu'à son tour, il travaille contre. Et pourquoi il travaille contre? Parce qu'il peut se le permettre. Parce que se sont succédés pendant 2 mandats, dans un premier temps le NPD, puis dites-le moi, qu'ont-ils fait pour le Québec? Qu'ont-ils fait pour le Québec, le NPD? Qu'est-ce que le Québec a fait pour eux autres? C'est assez clair. Mais qu'eux ont fait pour le Québec, plus sombre. Puis les libéraux, qui, eux, expressément, ont nui au Québec. Ont pris l'argent du Québec, l'ont envoyé dans l'Ouest. Ont laissé tomber tous les dossiers fondamentaux pour le Québec. Fait qu'on a le droit, dans les motivations qui nous donnent le goût de voter pour le Bloc, on a le droit d'avoir cette espèce de colère. Elle est légitime. On a des gens qui sont comme nous, parce qu'on a une idée, parce qu'on a un rêve, parce qu'on est un peuple. Un peuple qui se donne des institutions devient une nation. Et la finalité normale d'une nation, c'est son indépendance politique. On ne l'invente pas. Il y a largement plus de 100 pays qui sont apparus
depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne sera pas les premiers. On va le faire de façon démocratique. On va le faire de façon pacifique. Et on va se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pays-là. Pour les gens de mon âge, l'indépendance, c'était la continuité logique de la Révolution tranquille. On avait profondément transformé le Québec. On était passé de Canadiens français sur le payroll des Anglais à Québécois qui se prenaient en main, qui avaient leur Québec Inc., qui avaient des fiertés entrepreneuriales, mais qui avaient aussi une société juste, une société qui est encore plus égalitaire que les autres en Amérique. Une société qui avait puisé à toutes ses forces vives, incluant le mouvement syndical, qu'on a tendance à ne pas mettre assez dans la Révolution tranquille. Il y a été crucial. Mais pour les jeunes, Révolution tranquille, c'est vaguement la patente que 15 ans de régime libéral a détruit. Mais les jeunes s'intéressent à une chose autre, dont on parlait à notre époque aussi, mais peut-être moins. Ils s'intéressent beaucoup à l'environnement. Est-ce que leur intérêt pour l'environnement fait que les Québécois sont des anges en matière environnementale? Pas du tout. Les Québécois sont des plus gros consommateurs de VUS que n'importe qui d'autre. Les Québécois sont des plus gros producteurs de déchets que n'importe qui d'autre. Les Québécois sont de plus gros gaspilleurs d'eau douce que n'importe qui d'autre. On n'est pas parfait. On n'est pas des anges. Mais on a le potentiel de se donner une société intelligente au plan environnemental. On a le potentiel de développer notre propre modèle de création de richesse sans appauvrir personne, dans une transition, pas dans une rupture. Notre propre modèle de création de richesse qui, en s'appuyant sur notre intelligence, sur notre ingénierie, sur nos centres de recherche en région, de développer des technologies environnementales, de transformer localement les ressources naturelles qui font la richesse de régions comme ici, comme la Côte-Nord. On a cette capacité-là. Et si on a la capacité de créer un modèle environnemental viable, bien on en a le devoir. On a le devoir que le Québec soit exemplaire, que le Québec soit une inspiration pour d'autres sociétés qui vont se dire, non seulement ça se peut, on observe que ça marche, ça nous donne envie de le faire. Mais ce modèle-là, et c'est ce qu'il faut expliquer aux plus jeunes, il est impossible à l'intérieur du Canada. Le Canada est autant un pays pétrolier que la Russie ou le Venezuela. Même chose. L'Arabie saoudite, nos grands amis. Même chose. Extraction de ressources naturelles non transformées, exportées, hausse de la valeur de la devise canadienne, affaiblissement du secteur industriel au Québec. C'est un autre exemple qu'on peut mettre sur ça, à quoi ça nous sert, le Canada. 4 milliards de dollars des Québécois, juste notre bout à nous autres, là, en plus de 1,6 de Muscat Falls. 4 milliards de dollars québécois, des Québécois, qui vont s'en aller dans l'Ouest pour soutenir l'exportation du pétrole de l'Alberta. Le but avoué de l'Alberta, augmenter la valeur du baril de pétrole albertain en lui donnant accès aux marchés internationaux. Ce pétrole que nous achèterons ensuite. Donc, nous allons subventionner l'augmentation du prix du pétrole à la pompe quand on l'achète. On est brillant de même. On aura le droit de ça, mais on devra toujours garder le rêve, l'idée, le projet, essayer de le toucher, ce pays-là. Et ça, je suis convaincu qu'il n'y a aucune génération qui va résister à cet appel-là. Et je nous invite à se le mettre en bouche, ce pays-là, à le raconter aux autres, à en parler autour de nous. Et je pense qu'en faisant ça, on va réussir. On va avoir notre pays. Merci beaucoup. À Ottawa, il n'y a qu'un seul parti indépendantiste québécois. Juste un. Si tous les souverainistes du Québec votent pour nous, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Je n'ai pas de boule de cristal. On va essayer beaucoup. C'est entre 30 et 35 des gens. Si on atteignait ça, on aurait plus de sièges que n'importe qui d'autre au Québec. Et les périodes de l'histoire récente du Québec où le Québec a été le plus fort
à et face à Ottawa, c'est quand il était représenté par un grand nombre de députés du Bloc. Alors, chez nous, parce que l'élection est proche aussi, c'est normal, tout le monde se serre les coudes, on s'en va au combat. Nous, on est là, on est le seul parti souverainiste, puis on est capable d'animer l'indépendance au moins jusqu'à l'élection et pour les années qui vont suivre. Un plan d'aménagement sera fait au cœur de Cosapiscal pour la sécurité des étudiants et étudiantes, entre autres. Edith Ouellette vous présente ce plan. À la ville de Cosapiscal, on a eu la démarche qui a été faite à pied, à vélo, ma ville active. Cette démarche-là, elle avait pour but de présenter tous les freins au déplacement actif dans la ville de Cosapiscal. Alors, il y a eu des sondages qui ont été envoyés à tous les parents là, de l'école primaire, des sondages qui ont été publiés aussi dans l'eau vive, à savoir où étaient les freins au déplacement actif. Et ces freins-là, bien, ils ont été faits en hiver comme en été. Et c'est une démarche où il y a eu une consultation publique. Fait qu'on a pu voir... c'est un gros travail qui a été fait dans tout le village, là, tous les freins au déplacement actif. Suite à cette démarche-là, il y a quand même quelques actions que la ville de Cosapiscal a modifiées, qui en ont découlé. Là. Il y a eu des modifications des heures de déneigement là, pendant le trafic scolaire. Il y a eu la mise en place d'un trotibus, un autobus pédestre pour les enfants. Il y a eu une formation, puis même il y en a eu deux parce qu'il y en a eu une dernière au brigadier scolaire. J'ai ici des exemples là, des distributions de brassards réfléchissants pour les personnes qui marchent par la ville de Cosapiscal. Il y a eu des rencontres avec le MTQ au niveau... parce qu'ils ont été discutés de la zone scolaire, comme on n'est pas sur la 132. Il y a eu des radars de vitesse qui ont été installés l'été. Il y a eu des supports à vélo qui ont été ajoutés. Là, je dis dans 4 commerces, là, mais c'est un à la pharmacie, à la Caisse populaire, chez Alimentation COSAP et au Centre Éclosion, des supports à vélo là, pour favoriser le transport à vélo. Fait que dans le fond, suite à cette étude-là, qui était vraiment bien faite, là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la problématique là, touchait plusieurs problématiques importantes, touchaient le secteur Place de l'Église, le secteur ici, Église-École. Et c'est un secteur que les gens nommaient facilement en disant c'est un frein au déplacement actif, ce secteur-là. Il y avait ce qui était vraiment beaucoup nommé, c'est le conflit d'utilisation. Comme il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas rien, le conflit de circulation qui mettait en danger puis qui donnait un risque pour la sécurité des usagers. Fait que la ville a décidé, suite à toutes ces recommandations-là de la population, de donner à la MRC un mandat pour analyser la circulation des véhicules automobiles, des piétons, des vélos, mais aussi du transport scolaire dans la zone. Fait que c'est la MRC qui a fait une étude, une analyse avec le service d'urbanisme de la MRC. Ils nous ont remis à ce moment-là, puis si vous en voulez des copies, je pourrais vous en remettre. Là. C'est un concept d'aménagement des aires de circulation. Surtout, ils ont appelé ça la zone institutionnelle 165P. Fait que le document, il est vraiment volumineux, il a été bien analysé, puis ils ont pris beaucoup de photos. Ils sont venus voir qu'est-ce qui se passait ici. Fait que je vous en présente seulement quelques parties. Je vais commencer par vous dire les problématiques qui ont été tirées de cette étude-là. Là. Puis en même temps, c'est des problématiques qui se trouvaient aussi dans le plan de déplacement. Alors, c'est la multifonction des usages, les institutions, le mauvais cadrage de la rue de la Fabrique, des stationnements qui sont non définis, une signalisation qui est vraiment déficience, l'absence, il n'y a aucun corridor piétonnier qui était mis en place, puis la visibilité réduite là, aux sorties des stationnements, puis ça, c'est principalement l'hiver, avec les bancs de neige qu'on connaît, là, la visibilité quand on sort des entrées, des sorties, là, elle est vraiment réduite. Puis ils ont parlé là, de l'esthétisme un petit peu du secteur du centre-ville.
Fait que je vais vous présenter 2 des problématiques qui sont tirées du document. La première, c'est celle qui va avec l'école. Ce qui a été ressorti, là, c'est l'accès sécurisé pour les piétons qui est fractionné entre la rue et l'école. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin suivi pour les écoliers qui est sécuritaire. Il y avait une circulation automobile et les stationnements sur la propriété. C'est tout le stationnement pour l'école était sur la propriété de la fabrique. Plusieurs zones de circulation là, qui sont conflictuelles. Est-ce qu'on est dans la rue? Est-ce qu'on est dans le stationnement? Est-ce qu'une place réservée où il n'y a rien qui était défini dans le fond, là? Il n'y avait aucun espace de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, mais ça a été corrigé à l'école en 2016. Ils ont refait le stationnement. Puis après ça, l'école doit vivre ou devait vivre, en tout cas avec des consignes de circulation pour les parents qui sont non respectés, puis des consignes qui sont différentes. Je vais vous les présenter brièvement, là. Puis il y a les dépôts à neige, puis là, c'est sûr qu'on est en plein dedans, là, qui limite un peu la visibilité. Puis fait que à l'école, quand on va chercher nos parents, il y a 3 consignes qui sont différentes parce que la cour d'école est, dans le fond, dans le stationnement de la fabrique, une partie, là. Fait que quand les parents viennent chercher les enfants après le dîner, quand ils viennent les chercher avant le dîner, et quand ils venaient les chercher ou les porter, les reconduire à l'école le matin et le soir, c'est toutes des consignes qui étaient 3 consignes différentes pour les parents. Puis c'est des consignes que les parents ne respectent pas toujours. Maintenant, je vais vous présenter la problématique là, au niveau de l'hôtel de ville, mais ce que je veux mettre en évidence, c'est la rue La Fabrique. C'est que l'accès à partir de la rue de La Fabrique, c'est une rue qui est comme non cadrée parce que d'un côté, tu as un stationnement, fait que la rue n'est pas nécessairement définie. Il n'y a aucun trottoir, puis il n'y a pas rien de continu pour les piétons qui veulent emprunter la rue pour se rendre soit à la bibliothèque, à l'église ou à l'école. Fait que les enjeux, c'est les enjeux, puis j'ai mis le premier en haut, les enjeux liés à l'aménagement d'un concept qu'on voulait faire ici. Le premier, c'était, le premier et le primordial, c'était la sécurité des lieux. On voulait assurer la connectivité des voies de circulation, circonscrire les voies de circulation, puis séparer les voies, le stationnement, la rue, le trottoir, pour que ça soit vraiment bien clair pour la sécurité des gens qui empruntent le secteur. Après ça, on voulait une accessibilité universelle. Comme c'est l'église, l'école, on veut répondre autant pour les gens qui vont à l'église que ceux qui vont à l'école. Puis le partage des espaces de stationnement, parce que c'est le même stationnement qui est utilisé quand on des grosses activités à l'aréna ou à l'église en même temps. Et bien sûr, comme c'est le centre-ville, puis c'est nos espaces institutionnels, on voulait quelque chose de quand même beau. Et puis bien sûr, on a parlé de la capacité à payer. Fait que là, je vous présente ce que la MRC nous avait présenté dans le meilleur des mondes, ce qu'on aimerait avoir. Je vous en présente seulement que des parties. Ça, c'est celui de l'école. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la cour d'école a été encadrée, puis l'accès sécurisé là, pour les piétons qui veulent se rendre à l'école avec des trottoirs. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là, mais ce qui est en gris foncé, c'est les trottoirs. On a changé complètement le stationnement des autobus pour avoir un stationnement des autobus un en arrière de l'autre. Et quand les enfants débarquent de l'autobus, ils débarquent directement sur un trottoir au lieu d'être dans un stationnement, dans le fond. Fait que c'est en gros les interventions qui avaient été proposées dans le plan d'urbanisme. Ici, c'est la rue de la Fabrique. Je voulais vous montrer qu'eux autres, ils nous présentaient une rue qui était cadrée avec, on voit là, ils en ont mis plusieurs, des traverses piétonnières pour assurer la sécurité des gens qui se promènent sur le côté de la rue. Ça, c'est le plan que la MRC nous a présenté, le gros plan, là.
Nous, par la suite, on a décidé de... Parce que c'était impensable de tout réaliser le plan, là, mais on a décidé de prioriser des secteurs. Le secteur de l'école, le secteur de la rue de la Fabrique et, dans le fond, la place de l'église. C'est ce qui a été priorisé. À l'automne 2017, la ville, tout en ayant le plan, a dit, bon, ben on va voir qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air si on le réalisait vraiment. On va commencer par une première partie. On va faire du lignage dans le secteur. Fait que je vous présente ici, bon, puis en même temps, on a aménagé un nouveau stop. Comme si c'était une rue. Puis c'était cet automne-là que finalement, il y avait eu une problématique à l'école à cause de l'amiante, puis il y a eu beaucoup de voitures qui étaient là cette année-là à l'école, puis on a vu que juste le lignage pour le stationnement, ça avait fait une grosse différence, là. Ça, c'est le transport scolaire, tu sais, avec la ligne d'arrêt, puis ça a vraiment... déjà, juste le lignage avait déjà assuré un meilleur contrôle sur la sécurité. Par la suite, c'est au mois de mars, c'est le programme d'aide au Fonds de la sécurité routière qui a accordé à la ville de Causapscal. C'est un montant de 179 697 pour le réaménagement du secteur. Fait que c'est une subvention qui nous a été accordée. Nous, on a refait faire des plans. Fait que ça, c'est pas nécessairement la version finale, là, mais c'est les plans par le service d'ingénierie de la MRC. J'ai les plans ici en gros, que si vous voulez les regarder par la suite, là. Fait que c'est les aménagements qui vont être faits. C'est sûr que le service d'urbanisme tenait pas peut-être en compte les égouts fluviales, puis après ça, la récupération d'eau de pluie, puis c'est toutes des choses qu'on a dû repenser avec le service d'ingénierie. On part en appel d'offres dans les jours qui suivent pour notre projet et les travaux devraient se réaliser entre le 25 juin et le 15 août cet été. Monsieur Barriot, pour la fabrique, c'est céder une grande partie de terrain. Dites-moi, c'est quoi exactement la partie qui vous appartenait sur ce nouveau plan d'aménagement? En fin de compte, à peu près tout ce qu'il y a de terrain alentour de l'église, puis même le terrain de jeu de l'école, c'est un terrain qui appartient à la fabrique. C'est l'ancien cimetière de Causapscal qui était là, qui a été déménagé à la sortie de la municipalité. Puis, compte tenu déjà des services qu'on se donnait mutuellement, la fabrique et la municipalité et l'école, bien, le projet est né de ça. Puis en plus, tu avais le projet de la biomasse qui a été fait là, 7-8 ans, peut-être, là, que le chauffage va à l'église, mais de l'église, il est distribué à l'école, au centre communautaire. Ça fait que toutes ces choses-là, mises en commun, à un moment donné, tu finis par graviter. Les trois se sont parlé, puis on s'est offert un cadeau, si tu veux. Un cadeau mutuel. Un bel aménagement pour la municipalité. De toute façon, nous, on perd rien, dans le fond, parce que la municipalité va prendre charge des terrains, de tout ce qui est déneigement, etc. Fait qu'à ce moment-là, pour nous autres, c'est un plus, parce que vous savez que les fabriques, c'est pas la gang la plus riche là, dans la vallée, là. Oui. Donc, finalement, ben, c'est un heureux partenariat pour tout le monde. Effectivement. Je pense que tout le monde sort gagnant, tant la population pour la sécurité routière, l'école pour avoir des espaces avec les enfants, puis avec le transport scolaire. La fabrique, on a le chauffage qui va nous venir de la municipalité, qui est une grosse facture qu'on va pouvoir amputer de nos états financiers. Puis la municipalité, bien, elle offre à ses citoyens un milieu de vie plus agréable, plus sécuritaire. Merci beaucoup, Monsieur Barriot. Ça m'a fait plaisir. Monsieur Couture, on est ici pour parler plus au niveau de la commission scolaire. C'était
un peu dangereux pour les élèves auparavant. Hein? Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on voulait préserver, c'était la sécurité des élèves dans ce projet-là. Donc, autant au niveau débarcadère pour les autobus, autant au niveau également lorsque les parents viennent apporter, ramènent les enfants, dans le fond, à l'école pour la période du dîner ou après l'école ou en début de journée également. Donc, le secteur de stationnement qui était vraiment très, très grand, en quelque sorte, limitait un peu l'espace de jeu et la sécurité ou la circulation des véhicules était plus difficile. Donc, le fait de réaménager ce secteur-là de façon très sécuritaire, autant pendant les déplacements des véhicules, que ce soit les autobus ou les véhicules des parents. On n'a pas parlé des funérailles, mais éventuellement, lors des funérailles également, ça cause une problématique de circulation des autobus. Donc, je pense qu'avec ce projet-là, on vient de régler une bonne partie de cette problématique-là qui est attachée à ça. Aussi, forte des observations nous amenaient à démontrer, dans le fond, que sur la cour d'école, pour les jeux des enfants, lorsqu'ils jouaient avec un ballon, bien, il arrivait de temps à autre que les ballons descendaient jusqu'à la 132, donc près du pont. Alors, les petits cocos de 8, 9 ans, 7 ans, 6 ans, donc, se rendaient donc à la 132, pas de façon nécessairement sécuritaire et sous supervision, hein, comme tel, pour aller chercher les ballons. Donc, en sécurisant notre secteur avec une clôture et tout, bien, ça va limiter vraiment les déplacements et s'assurer, dans le fond, que les jeux demeurent sur la cour de façon sécuritaire. Là. Alors ça, c'est un élément extrêmement important pour moi, là, au niveau... et puis c'est en lien avec le plan d'engagement vers la réussite de la commission scolaire et le projet éducatif de l'école. Est-ce que la MRC a vraiment respecté vos demandes avant de faire le plan d'aménagement? Est-ce que vous retrouvez tout ce que vous aviez demandé à travers ce plan-là? Tout à fait, après plusieurs discussions, en fait, parce que bon, des idées nous revenaient par la suite. Oh, on a oublié tel élément, tel élément. Donc, la MRC a collaboré d'une façon impeccable sur le projet et les orientations qu'on se donnait au niveau scolaire. Merci beaucoup et on souhaite vraiment un bel amortissement de tout ce projet-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Au plaisir. Monsieur Fournier, évidemment, des travaux comme ça, en plein été, dans la période de Fort Cozap, ça va occasionner probablement la circulation ralentie, difficile. Qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là? OK, bien pour la circulation au niveau majeur, si on parle de la 132 qui passe en avant, je pense que ça ne causera aucun ennui comme tel. On l'a fait pendant la période d'été parce que l'école est fermée. C'est là où il y a le plus de trafic autour de l'école à tous les jours, avec les autobus, les étudiants, les parents, les employés, tout le personnel. Mais pendant la période estivale, l'école est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'activités. Il y a des gens qui y travaillent tout le temps, là, mais ça reste que c'est moins achalandé. C'est sûr que pendant la période de la Saint-Jean-Baptiste, on ne devrait pas avoir peut-être commencé les travaux à ce moment-là. Fait que ça devrait aller. Mais après la Saint-Jean-Baptiste, pour Fort Cozap, là, ça va être un petit peu plus complexe, effectivement, parce que Fort Cozap occupe une bonne partie de l'espace central de la municipalité. Donc, c'est peut-être là qu'il faut faire des ajustements. L'organisation de Fort Cozap est déjà informée des travaux qui s'en viennent. T'es informé aussi qu'il y a des travaux là, qui devront se faire sur la passerelle puis qu'on ne pourra pas l'ouvrir cet été parce qu'il y a trop de circulation pendant ces périodes-là. Fait qu'il va falloir s'ajuster. C'est vraiment là, je dirais, là, pendant les 4-5 jours de Fort Cozap que ça va être un petit peu plus complexe. Mais pour le reste, je pense qu'on va être capable avec les contracteurs d'organiser les travaux pour que, entre autres, tous les célébrations liturgiques qui se font à l'Église puissent se tenir. Il y a quand même du stationnement un peu partout. Il y a beaucoup de stationnement ici à l'Aréna qu'on peut utiliser. On va être capable de s'organiser sans trop de problèmes. Alors, c'est une une amélioration quand même pour Cozapscal. Déjà, avec le lignage, vous aviez vu la différence. Là, qu'est-ce que vous espérez là, dans l'année qui vient? Là? Parce que c'est sûr que là, ça va être un petit peu difficile avec les travaux, mais l'été prochain, ça va être une grosse amélioration. Oui, effectivement, c'est une grosse amélioration. Je vous dirais, au départ, pour la sécurité des usagers. On parle des enfants de l'école, on parle de tous les gens qui vont fréquenter l'Église. Donc, ça a toujours été un secteur un petit peu nébuleux. D'envoyer un enfant là avec un vélo, là, c'était risqué un petit peu. Fait que là, vraiment, on va être capable d'avancer, avoir des trottoirs pour les enfants, de la sécurité pour le parc. Donc, c'est l'aspect primordial. Après ça, bien, c'est toute l'esthétique du centre-ville. Il reste qu'autour de l'Église, on veut faire quelque chose qui va être beau, qu'il va y avoir des arbres. On veut récupérer l'eau pour pas que le sel, le calcium tombe dans la rivière. Donc, il y a tout l'aspect écologique qu'on veut retravailler aussi en faisant ces travaux-là. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments, mais le primordial qui a déclenché tout ce projet-là, c'est vraiment la sécurité des citoyens, des usagers, des différents établissements. Il y a beaucoup d'établissements, là, le centre communautaire, l'aréna qui n'est pas loin, l'hôtel de ville.
Et s'il y a des citoyens qui veulent avoir plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent contacter ici à la ville de Cozapiscak? Oui, effectivement, là, ils peuvent venir ici à l'Hôtel de Ville. On a tous les plans, on peut les montrer. Edith Ouellette, qui est la responsable, dans le fond, qui a coordonné tout ce projet-là, qui a fait un beau travail, dans le fond. Puis on voit que ça tenait à cœur, ce projet-là. Donc, elle est contente de voir que ça va se développer. Je pense que c'est la personne qui est la mieux informée du projet parce qu'elle est là depuis le début. C'est la permanente du projet, je vous dirais, parce que ça change beaucoup de la municipalité. Hein. On a changé beaucoup de personnel. Edith est stable, est toujours là, puis elle a bien fait le travail. Merci beaucoup. Plaisir, bonne journée. Nous vous rappelons cette semaine qu'il est encore temps d'acheter vos billets pour le spectacle de financement du voyage de 2 équipes féminines de volleyball vers l'Ontario pour nous représenter au championnat canadien. Nous vous avions présenté les Benjamines, voici maintenant les U18 qui ont également besoin de votre participation. On est ici pour parler du championnat canadien qui s'en vient. Dites-moi, qui est dans l'équipe, à part toi, évidemment? Actuellement, on a 3 filles qui jouent à la position 3. On appelle des joueuses de centre. On a Émilie Michaud, Audrey-Maud Lepage et je suis en train de... Justine Lévesque. Joueuse technique et passeuse, on a Anne-Sophie Baudouin et Gabrielle Vanneck qui est avec moi. Gabrielle va vous nommer les 5 autres joueuses. Ouais, en 4, on a 4 joueuses de 4. On a Brenda Leclerc, Logan Filia, Audrey-Anne Couturier et Camille qui jouent aussi des fois libéraux, mais sinon, notre vrai libéraux, c'est Audrey Ouellette. Et là, ben, ça doit pas être facile de vous pratiquer ensemble tout le temps. Comment vous faites pour vous rejoindre quelque part, tous ensemble? Bien, le dimanche, on se rejoint souvent ici. On demande sur le groupe qui peut pas, mais d'habitude, c'est vraiment le dimanche, on joue au volley. Puis les 3 entraîneurs, plus les 10 filles, on se rejoint ici, là. Ouais. Et cette belle équipe-là, ensemble, qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience en tant que volleyball jusqu'à maintenant? Actuellement, l'équipe a été formée en début de l'année avec 4 filles du collège et 6 filles de l'école secondaire à Mont-Saint-Onge, juvénile et cadette. Alors, comme Gabriel vient de vous souligner, alors ils sont respectivement dans leur équipe respectives et on essaye de les réunir le plus souvent le dimanche pour les pratiques. Actuellement, nous avons fait 2 compétitions. Au début de novembre, le 3-4 novembre, on est allé à l'Omnium du Québec à Sherbrooke et l'équipe U18 à Amqui a remporté la médaille d'or. La deuxième compétition, étant donné que le championnat provincial U18 était au mois d'avril, on a essayé de se trouver une compétition entre les deux. Donc, on est allé à la Coupe de l'Est du Canada à Limoilou, Québec, et on a fini en 5e position. Alors, c'est très, très bon. Donc, le gros point droit qui s'en vient, championnat provincial civil U18 à fin d'avril et notre championnat canadien du 11 au 14 mai. Donc, ça va déjà donner une bonne idée là, avec le championnat provincial, mais c'est plus d'organisation quand c'est loin, comme à Ottawa. Là, je sais que les Benjamines, eux autres, ils avaient fait une parade de mode de leur côté. Est-ce que vous faites d'autres activités de financement à part le spectacle qui s'en vient, là, qu'on savait le 16 mars? Là? On a vendu des paquets de cartes à 5 $. On en avait 15 à vendre, chacune des filles. Puis ça s'est vraiment bien vendu, là, les paquets de cartes. Sinon, on avait aussi... Les gratteux. On avait les moyens de financement qu'on avait habituellement au niveau du club de volleyball. Donc, les filles, c'était une grosse application de leur part au niveau du financement parce que c'est beaucoup de sous. Alors, nos Benjamines vont à Ottawa, mais nous, on va à Toronto, donc un petit peu plus loin encore. Donc, ça demande beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on a nos moyens de financement respectifs et on s'est réunis les 2 équipes pour le 16 mars là, avec le gros spectacle, comme Jonathan a dû en parler pour son équipe juvénile. Donc, un moyen de financement commun aux 2 équipes, en espérant que la population va répondre et qu'on ait beaucoup de monde samedi prochain. Les filles ont déjà prouvé qu'elles étaient excellentes, mais qu'est-ce qu'elles aimeraient travailler encore davantage pour être au sommet de leur forme lors des championnats canadiens? Bien, la chimie de l'équipe, surtout, je pense qu'on veut vraiment que ça soit vraiment qu'on soit toutes les filles ensemble, puis que comme dans le fond, il y a 2 ans, on était un peu la même équipe, puis ça allait super bien si on était toutes proches les filles. Puis là, il y a des nouvelles cette année, mais genre tout va bien d'habitude là. Ouais.
tout va bien. Ça, à deux joueuses près, c'est la même équipe qu'on avait au championnat canadien il y a 2 ans, lorsqu'on est allé à Waterloo, en Ontario. Donc, à 2 joueuses près, on a rajouté 2 nouvelles. Donc, l'ensemble de l'équipe, c'est justement avoir une bonne chimie entre eux autres, les réceptions de services, les services qui en manquer le moins souvent possible. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces entraînements-là pour que les filles soient réunies, même s'ils sont séparés dans leur équipe. Alors, le fait de se revoir, c'est important de travailler ensemble. Et est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir jouer à l'Omnium, Yves Lévesque? Oui, bien moi, j'ai une équipe encore cette année. Ça va être ma 4e année. Fait que, ouais, c'est le fun, ce tournoi-là. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va avoir la chance de voir votre jeu. Bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite la meilleure des chances, évidemment. Merci, c'est gentil. Bien gentil. Si la nouvelle technologie vous a fait peur avec les nouveaux guichets qui ont été installés à la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, nous sommes là pour vous rassurer avec Isabelle Paquin. Isabelle, on est ici pour présenter les nouveaux guichets automatiques. Vous n'aviez pas eu le choix de vous moderniser finalement. Effectivement, on avait commencé à en parler un petit peu l'an dernier à l'Assemblée générale annuelle, c'est-à-dire que les anciens guichets qui étaient ici, la technologie venait en fin de vie fin décembre 2019. Donc, il fallait moderniser nos guichets. Les anciens guichets n'étaient plus supportés. Alors, s'il y a une pièce qui brisait, tout ça, ça passait pas le cap de 2019. Alors, on n'avait pas le choix de se moderniser et d'installer les nouveaux guichets. Puis nous, c'est en février là, que c'était le moment pour nous de changer notre flotte de guichets, comme on dit. Ça a été fait à plein de points de service là, dans la vallée. Exactement. Donc, à Amqui, ici, on a changé les guichets en premier lieu. Ensuite, il y a eu à Sébec, Cause-Abscale et Matapédia. La petite subtilité, si vous voulez, pour Amqui, c'est qu'on a 2 guichets plein service et un guichet express. Dans tous les autres centres de service que je vous ai nommés, Sébec, Cause-Abscale et Matapédia, c'est un guichet plein service. Donc, la différence entre le plein service et l'express, le plein service va faire la mise à jour des livrets. On a quand même encore beaucoup de membres là, qui ont leur livret, donc on trouvait ça important qu'ils puissent continuer à conserver ce service-là, les accompagner aussi là-dedans. Puis l'Express, c'est vraiment un guichet qui fait seulement les retraites. Donc, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de mise à jour de livret. On peut faire virement, on peut faire également des paiements de facture, mais principalement, c'est pour les gens qui sont pressés puis qui viennent juste retirer parfois un 20 un 40 puis qui veulent faire ça rapidement. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Express. C'est pour ça qu'il est tout prêt aussi là, quand on arrive. Effectivement, la personne qui arrive, s'il n'y a pas personne dans la file d'attente puis qui vient faire seulement un retrait, c'est à côté de la porte. On fait notre retrait puis on s'en va. On le sait, les gens sont de plus en plus pressés, donc c'est vraiment l'objectif du guichet express. Et la nouveauté, c'est l'écran tactile. C'est sûr que quand on est face, on voit très bien, oui. Mais certains craignaient qu'on puisse voir mieux nos données. Effectivement, c'est un changement d'habitude pour les gens parce que l'écran est plus grand. Donc, ça nous donne cette perception que les gens derrière nous voient bien ce qu'on fait comme transaction. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'écran tactile, il y a une nouvelle fonction où on peut masquer les soldes. Donc, par défaut, le guichet va masquer nos soldes. Ça veut dire que quand on arrive pour faire la transaction, on ne voit pas combien on a dans notre compte. Donc, les personnes derrière nous non plus ne voient pas combien on a dans notre compte. Et comme c'est un écran tactile, c'est un peu le même principe qu'une tablette. Donc, si on est directement devant l'écran, oui, on voit bien, mais si on se décale juste un petit peu en biais, on ne voit pas ce qui se passe sur l'écran là, comme un autre écran tactile. Donc, c'est sûr qu'il va falloir s'habituer, puis on va faire des aménagements aussi pour que les gens se sentent vraiment là, en sécurité, mais il n'y a pas de problème, on ne voit pas ce qui se passe dans le compte de la personne quand même. Là. Une nouveauté plus écologique aussi, plus d'enveloppes pour les dépôts.
Tout à fait. Donc, l'enveloppe n'est plus là. Les gens la cherchent encore, mais les dépôts se font maintenant sans enveloppe. Pourquoi? Parce que le nouveau guichet intelligent qui a son écran tactile fait aussi la lecture des billets et la lecture des chèques. Donc, tout est numérisé, tout est reconnu par le guichet et on peut faire des dépôts combinés jusqu'à 75 effets mélangés ensemble. Donc, on peut mettre nos billets, nos chèques d'un côté comme de l'autre, puis le guichet va détecter le nombre total de notre dépôt. Il va nous demander de confirmer le total du dépôt, puis ça se fait rapidement. Les gens sont quand même impressionnés de voir que le guichet intelligent fait tout ça tout seul. Il faut faire attention aussi, il y a un petit message qui nous affiche quand on fait notre dépôt. On ne met pas d'agrafe, on ne met pas de trombone, on ne met pas d'enveloppe, puis la lecture là, se fait automatiquement. Il peut y arriver que certains billets abîmés ou que les gens ont écrit des choses sur les billets soient rejetés par le guichet, donc ils les acceptent pas. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement peut-être aller faire le conserver ou faire notre dépôt au comptoir, mais en général, le guichet là, fait une bonne lecture là, des dépôts. Parlant de comptoir, on peut toujours aller chercher quelqu'un si jamais on a de la difficulté, mais sinon, il y a déjà quelqu'un ici sur place présentement. C'était très important pour nous d'accompagner nos membres dans cette transformation-là. On le sait, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'aisance avec la technologie. Donc, pour les premières semaines là, du changement des guichets, on a mis des ressources supplémentaires sur le plancher pour que les gens soient accompagnés, qui ne se sentent pas seuls là-dedans. Puis une fois qu'on l'a utilisé avec quelqu'un qui nous a accompagnés, ça va très bien. C'est la première fois là, qui est vraiment pour un changement d'habitude, mais après ça, ça se passe très bien. Puis oui, effectivement, même avec les anciens guichets, on avait encore des membres qui veulent avoir de l'accompagnement, puis on est là pour ça. Donc, toujours possibilité d'aller voir quelqu'un à l'accueil, d'aller voir quelqu'un au comptoir, puis de demander de l'aide. On dit à nos membres de ne pas se gêner, peu importe, même si ça fait 3 mois que les nouveaux guichets sont installés, on est vraiment là pour vous aider là, à faire vos transactions. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir, puis gênez-vous pas pour venir les essayer. Mirani, ici, tu es ici pour le soutien à la clientèle qui viennent expérimenter les nouveaux guichets. Dis-moi, est-ce que tu as beaucoup de questions de leur part? Bien, c'est sûr que ça varie. Il y a des gens pour qui ça change pas grand-chose, mais il y en a pour qui, il y a une certaine réticence, mais on les rassure, là. On leur mentionne que ça va bien aller, surtout après la première fois, là, ils s'en sortent bien, là. La technologie nous a rattrapés, puis on s'adapte, là, puis on a des ressources sur place pour les aider, puis les gens là, sont assez ouverts d'esprit, puis ça va bien, là. Ils posent quelques petites questions, puis après ça, le tour est joué, puis les gens s'entraident entre eux, là, c'est beau à voir, là. J'ai vu une madame ce matin, là, avec son conjoint, là, elle lui expliquait tout ça, j'ai dit, bon, d'où, madame, vous êtes quasiment meilleure que moi. J'ai dit comme formatrice, là, vous devriez m'accompagner pour l'avant-midi. Fait que, en général, là, ça va bien. Là, les gens sont super bons, puis tout va bien. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Voici un nouvel arrivant dans la vallée, fort apprécié des adeptes de golf qui veulent améliorer leur élan. Mathieu, tu es entraîneur ici pour le club de golf Revermont. Dis-moi, c'est quoi le nouveau service que vous offrez ici à l'intérieur? Dans le fond, on a installé un filet, comme vous pouvez voir, avec 3 aires de frappe avec des tapis. Les gens peuvent venir commencer à s'échauffer ici au club en attendant la saison de golf qui s'en vient à grands pas. Et parle-moi de toi un peu, parce qu'on ne te connaît pas beaucoup, tu viens d'arriver dans le coin. Dis-moi, c'est quoi ton expérience en golf exactement? Je suis arrivé ici en avril. Ça fait au-dessus de 10 ans que je suis dans le domaine du golf. J'ai étudié en golf à l'île du Prince-Édouard. J'ai fait mon cours de golf management. Par la suite, je suis allé dans l'Ouest à Whistler. J'ai travaillé 2 ans comme assistant pro au Fairmont Château Whistler. Ensuite, je suis déménagé, je suis revenu au Québec. J'étais allé à Montréal faire 2 ans dans un club privé, Club Laval-sur-le-Lac, que j'ai appris beaucoup. J'ai fait 2 ans en tant qu'assistant pro. Puis ensuite, le Revermont m'a contacté. Il m'a demandé si ça m'intéressait de venir ici en professionnel en titre. Et puis moi, ma conjointe, ça nous a donné très bien. Ça fait qu'on a décidé de se rapprocher de notre famille. Puis j'ai fait la dernière été. J'ai adoré mon expérience. Puis on continue cette année. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre ici à l'intérieur? Parce que là, il n'y a pas de trou, on s'entend, mais c'est plus les positions de base exactement. C'est vraiment, en gros, c'est s'échauffer pour le début de saison.
Ça fait que commencer à swinger des balles. Tu sais, on ne swingue pas tout l'hiver, ça fait qu'on devient un peu rouillé. Fait que c'est enlever la rouille, puis revoir nos positions de base. Je suis là pour aider les gens à faire sûr qu'ils se positionnent bien, parce qu'on se voit pas toujours quand on swing. On se voit pas du tout, dans le fond. Fait que je suis là pour les aider, les guider vers un meilleur élan, améliorer nos vitesses de balle, nos vitesses de bâton, nos postures, tout pour être en forme pour le début de saison. Et est-ce que tu as encore beaucoup de possibilités pour entraîner des nouveaux qui voudraient venir s'inscrire ici au Club de golf Revermont? Absolument. C'est probablement la meilleure façon de commencer. Au moins ici, on peut apprendre les positions de base, comme je disais, les positions de balle. Sur quelqu'un qui veut commencer, c'est un très, très bon point de départ ici. J'ai encore beaucoup de possibilités. Je suis disponible pour donner des leçons privées. Les gens peuvent venir selon mes plages horaires, frapper des balles. Fait que c'est bienvenu à tout le monde. Et, bon, j'imagine que c'est plus dans le jour, le soir, comment ça fonctionne? Pour le moment, c'est plus le jour. Je te dirais, je fais à peu près 3 jours semaine, soit de 9h à midi ou de midi à 4h. Mais prochainement, je vais essayer de faire des plages horaires aussi là, en soirée pour les gens qui travaillent. Fait quelques soirs semaine pour que les travailleurs peuvent venir pratiquer aussi. Donc, on peut te joindre personnellement. Je pense que tu peux laisser ton numéro de cellulaire. Absolument. Donc, les gens peuvent me contacter au 514-291-9891 ou pour les horaires, vous pouvez visiter notre page Facebook du Club Revermont. Je mets les horaires presque tous les dimanches pour la semaine et vous pouvez nous suivre de cette façon-là. Alors, merci beaucoup, Mathieu, et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Nous terminons cette émission avec une invitation pour le dernier tournoi de hockey qui se déroulera chez nous cette année. Ghislaine et Émilie, nous sommes ici pour parler évidemment de hockey parce qu'il y a un tournoi qui s'en vient, le dernier de la saison. Faut pas manquer ça, hein? Non, en fait, c'est notre régional. Ça se passe cette année parce qu'il y a une année, c'est dans l'ouest, puis l'autre année, c'est dans l'est. Alors, cette année, on a le privilège d'avoir ça ici dans l'est, comme je disais. Puis, c'est pas nous qui l'organisons, c'est en collaboration avec Hockey Bas-Saint-Laurent. Donc, pour nous, c'est moins lourd qu'organiser un tournoi. On l'apprécie grandement, puis nos jeunes aussi, puis notre personnel d'encadrement. Ici, nous avons, c'est des parties, comme je disais tout à l'heure, à Matane, avec Matane, Montjoly. Donc, nous autres ici, c'est le Midget B. Puis le novice, Émilie. Puis après ça, l'atome, nos 2 atomes, nos 2 puis puis le Bantam et l'autre équipe midget sont disparus entre Matane puis Montjoly. Puis ça se passe le 22, le 23 et le 24 mars, en fait. Oui. Oui. Donc, ça commence le vendredi. Ces pauvres petits vont manquer de l'école. Vraiment, là, c'est triste. Ça commence avec un match, le meilleur match de toute la fin de semaine. Go Entreprise Michaud! C'est l'équipe de mon fils, tu sais. On s'en doutait. Ben oui, hein? Donc, il y a 22 équipes novices qui vont s'affronter de toute l'Est du Québec, de Rivière-du-Loup jusqu'à ici, qui vont s'affronter toute la fin de semaine. Puis les équipes de Midget Bay, dans les arénas de Cozapscal et d'Amqui, vous allez avoir du très bon hockey, les 3 niveaux ABC de novices, Midget Bay, du très bon hockey. C'est 5 $ pour venir voir les games pour toute la journée. Vous pouvez passer une très belle journée en famille, même s'il manque de l'école. Là, vous pouvez arriver le vendredi soir. Le samedi, le dimanche, ça va être les finales dans l'après-midi. Oui. Donc, encore une fois, à ne pas manquer. On espère que nos équipes de la Vallée vont se rendre en finale, clairement. Bien sûr, ils vont se rendre en finale. Puis d'ailleurs, je veux profiter de l'occasion pour remercier tout notre personnel d'encadrement, puis féliciter nos jeunes. Disons, au début de la saison, on a commencé lentement, mais je dois dire chapeau à nos équipes. Ils sont allés à différents tournois. Ils nous ont très bien représentés. Ça veut dire que les jeunes sont améliorés. J'en suis bien fier. Puis c'est comme je disais, notre personnel d'encadrement ont travaillé fort. Puis je veux profiter aussi de l'occasion pour remercier nos parents qui sont là, qui nous continuent à encourager les jeunes, puis voir que notre hockey continue à bien aller dans la vallée.
Il va y avoir aussi un bel hommage aux jeunes, hein, une soirée qui va leur être réservée. En fait, ça va être notre 15e anniversaire de notre Méritage cette année. D'année après année, c'est ça, on s'en va au club de 50 ans et plus. Donc, je profite de l'occasion de les remercier les autres aussi parce qu'ils nous fournissent la salle gratuitement. Alors, c'est grandement apprécié. Puis on a différents aussi commanditaires pour nous. On donne toujours une petite récompense. Tous nos jeunes, on leur fournit des certificats. Après ça, il y a 3, 4, 5 catégories que nos jeunes peuvent performer. Alors, tous les jeunes, ils ont quelque chose, sauf, c'est évident, ça nous prend toujours un gagnant. Bon, ça c'est les entraîneurs qui décident ça. Ils trouvent pas ça facile pour les entraîneurs. Je les comprends, le personnel d'encadrement, je les comprends parce que les jeunes sont tous bons. Mais il y en a toujours un qui peut peut-être être un petit peu plus fort pour sur certains points. Ça les pousse à se démarquer, à se forcer au cours de l'année. Puis c'est grandement apprécié. Franchement, là, je trouve que ça finit une belle saison de hockey. Et si on veut voir l'horaire quelque part, est-ce que c'est sur Facebook ou... L'horaire du tournoi, en fait, c'est sur Publication Sport. Vous allez vous taper tournoi régional Bas-Saint-Laurent, puis vous allez avoir l'horaire des matchs. Ça commence le vendredi matin, 8h30. Vous en avez toute la fin de semaine. Il y en a même après le souper. Puis profitez de manger de la poutine d'Arena tout en regardant du hockey en fin de semaine. Oui. Du 22 au 24 mars, on va rappeler les dates. Vous payez une fois par jour, puis vous pouvez assister autant de matchs que vous voulez. Puis ils peuvent payer à cause fiscale, puis ils peuvent payer à Ankoui, c'est le même prix, puis ils payent juste une fois. C'est pas le même prix, mais ils payent juste une fois. Exact. Donc, c'est encore un avantage. Bien, on en profite. C'est la dernière fin de semaine qu'on peut en profiter. Alors, merci beaucoup à vous deux encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Puis go Valley, go! C'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup. Voilà. Pour moi, ce que ça m'apporte, la raquette, en fait, c'est que ça me donne une énergie supplémentaire. Ça me permet aussi, après des grosses journées de travail, de pouvoir me libérer l'esprit puis de passer à autre chose. Donc, de faire une belle coupure entre le travail puis la vie familiale, j'oserais dire. Donc, la motivation, c'est vraiment l'énergie que ça m'apporte. Mon nom est Claudie Deschênes, je suis gestionnaire dans le réseau de la santé et je suis l'ambassadrice du mois de février, qui est le mois de la raquette. J'aime beaucoup pratiquer la raquette parce que c'est un sport qui est accessible. Donc, on peut mettre les raquettes dans la valise d'auto, puis on peut le pratiquer, ce sport-là, un peu n'importe où. Donc, moi, les raquettes me suivent quotidiennement, partout où je vais. J'ai à prendre mon auto souvent, moi, pour le travail. Donc, je peux me permettre, là, des fois, de prendre des pauses pour pouvoir aller faire une petite randonnée de raquettes. Et on peut y aller avec des randonnées courtes, comme on peut aller avec des randonnées longues. Donc, effectivement, c'est très accessible, ce sport-là. C'est un sport qui est très accessible aussi avec les membres de ma famille. Donc, moi, j'ai 2 jeunes enfants. J'ai une grande fille de 8 ans et un petit garçon de 6 ans. Et habituellement, là, c'est sûr que je dois leur promettre certaines collations en bout de piste, mais c'est un sport qu'on peut pratiquer ensemble. On profite en même temps de la nature. On est en mesure de pouvoir regarder les beautés de notre paysage parce qu'on a des très, très beaux coins dans la vallée de la Matapédia. Donc, on peut profiter du décor, puis on peut profiter aussi d'un moment en chambre pour pouvoir échanger tout en faisant du sport, puis en prônant là, les saines habitudes de vie. Je conseillerais aux gens, en fait, d'intégrer... il y a la raquette, mais évidemment, il peut y avoir une multitude de sports. Je pense juste à la marche, entre autres, qui sont très accessibles et qui ne coûtent pas très cher. Donc, si les gens veulent se mettre au sport, bien, je conseille de mettre ça à leur agenda au début parce que c'est pas toujours facile de pouvoir introduire le sport dans une routine de vie. On a des vies avec un rythme assez intense, je dirais. Donc, si on veut pouvoir s'y mettre, c'est pas une habitude qu'on a d'ancrer dans notre quotidien, je conseille aux gens de pouvoir l'introduire dans un agenda déjà préalablement. L'exercice physique, la raquette entre autres, mais tous les types d'exercices physiques sont un antidépresseur naturel. Hein? Donc, ça fait du bien, d'autant plus que c'est un sport qu'on peut pratiquer à l'extérieur, de pouvoir aller respirer l'air frais, de pouvoir justement faire monter notre taux d'hormones à l'intérieur de nous pour pouvoir justement se réénergiser le cerveau. C'est toujours très, très pratique.
C'est ce qui complète cette émission. Beaucoup d'événements sportifs se déroulent chez nous et nous aimerions vraiment être partout. Aidez-nous, empruntez une caméra et captez les images de vos événements sportifs préférés que nous diffuserons pour vous par la suite. Et continuez à jouer en grand nombre au Télébingo ce dimanche à 12h30. Bonne chance et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.